c'est bon, on peut les maintenir. Il faut rattraper ou il faut les... On a prévu... non, pas sur les interventions. Bon. Non, nous avons pas sur je les fais pauses. ce qu'on dit. Hein. Nous avons pas sur les pauses. Alors, nous allons entendre ce matin deux doctorantes, donc Florence Bonifay, de Lyon 2, et Marjorie Broussin, de Lyon 2 aussi, toutes les deux en littérature. Et donc, si elles vont nous expliquer sur quoi elles travaillent, bien entendu, donc c'est pas moi qui vais le faire. Mais si nous sommes d'accord, elles ont chacune 20 minutes, c'est ça? Donc, eh bien, j'essaierai de veiller à ce que vous m'entendez davantage. Alors, le 7 septembre 2012, un journaliste de France Inter qui faisait le point sur l'actualité entre midi et 2 expliquait que Barack Obama venait de faire un discours politique au cours duquel il avait bien pris soin de ne pas mentionner le nom de son adversaire Mitt Romney. L'historien François Durper, invité pour analyser ce discours, est revenu sur cette particularité de l'allocution de Barack Obama pour conclure « c'est une bonne stratégie ». Ce jour-là, je me suis dit que le sujet de ma communication était d'une actualité brûlante, alors même que je vais vous parler de la poésie de la Renaissance. Mon travail de thèse porte sur l'émulation et la rivalité entre des poètes du XVIe siècle regroupés sous l'appellation de brigade. La brigade, c'est un ensemble de poètes qui partagent des convictions esthétiques communes. Cette notion de groupe, en tension avec la notion de revendication d'une singularité littéraire, se trouve au cœur de ma réflexion, puisque je cherche à montrer que ces poètes ont dessiné les contours d'un espace commun poétique, rejetant hors de cet espace commun ceux qui ne jugent pas dignes d'en faire partie, tout en défendant chacun un espace propre. Tout cela se dit, s'affiche, se revendique dans leurs poèmes et ne va pas sans s'accompagner de diverses tensions. Sont donc lisibles, ici ou là, quelques petits bouts de griffes sous couvert d'éloges, des accents ironiques, des reproches, voire des attaques ad hominem. Là, on se situe du côté de ce qui est dit. Mais il y a d'autres révélateurs des tensions inhérentes à ce partage du champ littéraire que je tente de montrer dans ma thèse. Et ces révélateurs, ce sont les non-dits, les noms de poètes qui sont tus, les absences de réponse, en un mot, les silences. Alors, quelles sont les différentes formes de silence que l'on peut relever dans les recueils des poètes de la brigade? Comment pouvons-nous interpréter ces silences? Comment participent-ils de la structuration du champ littéraire? Les poètes nous donnent-ils des clés d'interprétation de ces silences? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre en braquant le projecteur brièvement sur 5 usages différents du silence. Ma première partie s'attachera à montrer que les poètes de la brigade ont précipité dans les oubliettes de l'histoire littéraire quantité de poètes dont ils ont refusé de parler dans leurs œuvres. La seconde montrera comment le fait de passer sous silence une partie de la production littéraire d'un confrère est un enjeu du partage des genres que tentent d'imposer certains poètes. La troisième soulignera que des silences mettent parfois à mal le système d'échange de pièces en vers entre poètes qui était une pratique courante. La quatrième partie envisagera le fait de réduire au silence l'adversaire comme un enjeu de la polémique protestante. La cinquième, enfin, évoquera l'éloge du silence fait par Du Bellay. En somme, il s'agit d'un parcours qui va aller de la revendication du bruit et de l'usage du silence par les poètes de la brigade comme instrument de destruction de l'ennemi, donc le silence perçu négativement et dont la puissance négative est utilisée contre l'adversaire, jusqu'à une valorisation du silence, donc le silence perçu positivement et revendiqué pour ses avantages dans certaines situations. Un itinéraire, en somme, qui ira du silence métaphorique au silence concret et des valeurs négatives qui y sont attachées aux valeurs positives qu'on peut lui trouver. Alors, taire le nom, les oubliettes de l'histoire littéraire selon la brigade. C'est avec la défense et illustration de la langue française, signée des initiales de Du Bellay, que la jeune brigade entre sur la scène littéraire en 1549. Ce manifeste pour l'avènement d'une nouvelle école poétique est une opération de table rase. En effet, l'auteur feint quasiment d'ignorer toute la production poétique française qui l'a précédée. Il prend un soin tout particulier à ne pas nommer ces illustres devanciers, qui pour certains sont encore vivants. À la place des noms des poètes réputés qui l'ont précédé, on trouve des formulations vagues ou d'habiles périphrases qui permettent de faire référence à tel ou tel prédécesseur, sans toutefois donner son nom. La filiation dans laquelle veut s'inscrire la brigade est tout autre. Il s'agit pour ces poètes de revendiquer l'héritage antique. C'est ce que dit clairement la défense au chapitre 2 du livre 2. « Si j'étais enquis de ce que me semble de nos meilleurs poètes français, je répondrais qu'on pourrait trouver en notre langue une forme de poésie beaucoup plus exquise, laquelle il faudrait chercher en ces vieux grecs et latins, non point chez les auteurs français. » Cette filiation directe avec les poètes antiques est radicalisée par Jean-Antoine de Baïf, qui, dans sa pièce intitulée « À Monseigneur le duc d'Anjou », trace l'histoire de la poésie amoureuse à grands traits. Il lui
lit d'abord, dit-il, Orphée, puis Hésiode, suivi de Homère. Puis on fait un saut dans le temps pour arriver à Pétrarque, et enfin, 2 siècles plus tard, il y a nous, dit Baïf, nous les poètes français actuels, à savoir, et il les liste, Du Bellay, Thiard, Ronsard, Bello, Desportes et évidemment lui-même Baïf. Il inscrit donc les poètes de la Brigade dans une filiation directe avec la poésie antique, avec un bref passage toutefois par Pétrarque, et ce faisant, il escamote toute la poésie amoureuse française du Moyen-Âge à 1550. Mais les poètes de la Brigade ne font pas que rayer de l'histoire littéraire leurs prédécesseurs français. Ils ignorent également superbement certains de leurs contemporains qui mènent carrière en même temps qu'eux. Charles Fontaine, Philibert Bignon, par exemple, sont 2 poètes importants qui ont publié sur la même période historique que la Brigade, mais qui n'avaient pas les mêmes convictions esthétiques. Dans toute la production poétique des poètes de la Pléiade, mis à part Guillaume des Hôtels, pas un vers n'est écrit faisant mention de ces poètes. Si l'on s'en tenait à ce que les poètes de la Pléiade ont dit de l'activité poétique de leur époque, on croirait que ces 2 hommes n'ont pas existé. Un sort semblable est réservé dans les années 75-80 par les derniers représentants de la Brigade à la nouvelle génération poétique émergente. Là encore, le silence est étourdissant. Pas un mot, par exemple, sur le poète Guillaume du Bartas qui rencontre pourtant un vif succès. Si les derniers représentants de la Brigade ont bien publié qui le mentionnent, on a cependant trouvé 2 pièces manuscrites, l'une de Ronsard et l'autre de Baïf, qui prouvent qu'ils avaient évidemment connaissance de l'existence de du Bartas et de son œuvre, mais qui ne l'appréciaient pas. Le quatrain insultant de Baïf, qui a été retrouvé, suffit à le faire entendre. Bartas ose vantard en sa longue semaine, la semaine de création du monde, c'est l'œuvre qui a permis à Bartas de se faire connaître. Bartas ose vantard en sa longue semaine le chaos débrouillé. Mais étonnant les sauts de ces vers haussonnants bouffis d'enflure vaine, il a plus que devant rebrouillé le chaos. Ce quatrain n'a jamais été publié, mais il tend à prouver que ces silences que je viens de souligner dans les œuvres imprimées des poètes de la Brigade sont des silences hostiles, et surtout qui sont le moyen de nier l'existence d'auteurs dont on a voulu que l'histoire littéraire oublie les noms. La réflexion menée par les poètes de la Brigade sur le silence et sur le bruit est liée à la réflexion sur la postérité illustre. L'idée qu'ils martèlent dans leurs poèmes, c'est que l'écriture permet de faire passer à la postérité les noms et les actions des hommes. C'est un discours publicitaire très répandu que l'on trouve par exemple chez Du Bellay dans une note de 1549 où il rappelle que la mémoire des héros de l'Antiquité a traversé le temps grâce aux écrivains. Qui eût su de Mars les enfants, leurs lauriers, leurs chars triomphants, si or l'envieux silence à leur nom faisait violence? Le silence est ici associé à la question du nom. Le silence sur le nom, le fait de taire le nom, apparaît comme une violence. Il y a ici une ligne très importante pour notre démonstration, silence, violence. Le fait de taire le nom apparaît donc comme une violence imposée aux hommes, puisque cela consiste à les engloutir dans l'oubli. Pour pallier cela, il y a l'action du poète. En négatif, on tient donc une réflexion sur le fait de taire le nom. Si dire le nom permet de faire passer à la postérité un grand du royaume, la femme aimée ou un confrère, en revanche, le fait de taire le nom permet de faire sombrer dans l'oubli une personne. Le silence est donc une violence qu'on lui impose. Cet escamotage s'accompagne chez les poètes de la Brigade de la volonté d'immortaliser leur propre nom. À la thématique du silence, ce silence qui engloutit dans l'oubli les non-tus, s'oppose alors celle du bruit que revendiquent les poètes de la Brigade. Le bruit signifie alors à la Renaissance la renommée. Mais il est teinté du sens que nous lui donnons aujourd'hui, à savoir les sons que l'on entend, comme on peut le voir par exemple dans un extrait de ce discours d'autopromotion de Ronsard, qu'est l'ode intitulée « À sa muse ». Grossis-toi, ma muse Françoise, et enfante un vers résonnant qui bruit d'une telle noise qu'un fleuve débordé tonnant. On voit bien dans ces 4 vers la volonté qu'a Ronsard de faire du bruit. Un bruit puissant, un bruit résonnant et tonnant, bref, un bruit qui confine au vacarme, c'est le sens du mot noise, un bruit qui confine au vacarme pour couvrir les autres bruits et faire oublier les silences auxquels les poètes de la Brigade réduisent ceux qui ne considèrent pas dignes de leur estime. Mais le silence ne frappe pas que ceux qui sont rejetés hors des frontières de l'espace commun que revendiquent les poètes de la Brigade. Il joue aussi un rôle à l'intérieur de cet espace commun, notamment lorsqu'il s'agit de passer sous silence une partie de la production poétique d'un confrère pour mieux établir un partage des genres. Les poètes de la Brigade se sont donnés comme objectif principal de renouer avec les genres antiques et d'acclimater ces derniers à la mode française. Ils opèrent alors une sorte de répartition des rôles superposée à un partage des genres. Ce partage des genres, on le voit à l'œuvre dans un poème comme l'Élégie à Jean de la Pérouse de Ronsard, dans laquelle il rappelle que lui a été pionnier dans le genre de l'aude, suivi par Du Bellay,
que Du Bellay, lui, a été pionnier en matière de sonnet amoureux, suivi par Thiard, Ronsard, Baïf et des Hôtels. Puis Ronsard affirme que Jodelle a été précurseur en matière de théâtre français, suivi de près par La Pérouse. Cette répartition des rôles ne va pas sans tension, certains cherchant à imposer un partage des genres que d'autres ne sont pas tout à fait prêts à accepter. Et dans ce rapport de force qu'implique la répartition des genres et des rôles dévolus à chacun, intervient de nouveau le silence, dont je vais vous donner un exemple concernant le théâtre en vers. Jean-Bastien de La Pérouse, après qu'il a fait représenter sa Médée, a intégré un temps la liste des membres de la Pléiade telle que la concevait Ronsard. Dans mon corpus de thèse, qui réunit les textes dans lesquels les poètes de la Brigade s'évoquent les uns les autres ou s'adressent les uns aux autres, j'ai 8 poèmes citant La Pérouse, 2 de Baïf et 1 de Tahureau, 2 de Magny et 3 de Ronsard. Tous ces poètes ne parlent que de son activité de poète dramatique. Or, La Pérouse a également écrit des odes, suivant la vogue lancée par Ronsard, des élégies et des sonnets amoureux. De tout cela, il n'est dit mot par les poètes de la Brigade. Peut-être parce qu'ils faisaient peu de cas de ces pièces en vers, qu'ils ne jugeaient que comme de pâles imitations des genres qu'ils avaient, eux, illustrés brillamment, tandis qu'ils pouvaient volontiers lui faire une place comme poète tragique, puisque c'était un genre qui ne prétendait pas, eux, illustrer. En effet, les fringants premiers membres de la nouvelle école poétique avaient déjà porté à leur excellence l'ode et le sonnet. Ils étaient donc plutôt enclins à reconnaître les talents s'illustrant dans d'autres genres, et tout particulièrement, ils cherchaient des auteurs capables de donner naissance au théâtre français. Quand La Pérouse et Jodelle ont fait jouer leurs pièces, ils se sont alors empressés de les embrigader, de les faire entrer dans leur brigade, mais ce faisant, ils les ont cantonnés au genre théâtral, le théâtre comique et tragique pour Jodelle, le théâtre tragique pour La Pérouse. Car il me semble que le sort réservé à Étienne Jodelle est assez semblable à quelques nuances près à celui réservé à La Pérouse, même si je n'ai pas le temps de détailler plus avant ici le cas de Jodelle. J'en arrive maintenant à ma troisième partie, qui envisage le silence comme signe du dialogue impossible ou du dialogue brisé entre certains poètes. Les poètes du XVIe siècle ont pour habitude d'échanger des poèmes dans lesquels ils s'adressent les uns aux autres et qu'ils publient dans leurs recueils. Mais l'échange ne fonctionne pas toujours bien. Des silences sont repérables qui montrent que l'échange est impossible ou qu'il a été brisé à un moment donné. En ce qui concerne l'échange impossible, je prendrai le cas de Charles Fontaine, ce poète dont je vous ai déjà parlé et qui mène sa carrière en parallèle de celle des poètes de la Brigade, sans que ces derniers semblent lui accorder la moindre importance. Mais Charles Fontaine, lui, quelle était son attitude par rapport aux poètes de la Brigade? Son recueil paru en 1555, intitulé « S'ensuivent les ruisseaux de Fontaine », nous apporte quelques éléments de réponse. Ce recueil se compose de plusieurs sections. Dans la section des épigrammes, Fontaine compose des quatrains pour les membres de la Brigade. Il offre donc successivement un quatrain à Ronsard, Du Bellay, Jodelle, des Hôtels, etc. À la fin de son recueil, Fontaine place une section intitulée « Le passe-temps des amis », livre contenant épîtres et épigrammes en vers français qu'ils ont envoyés les uns aux autres. C'est une section qui illustre parfaitement cette volonté de montrer dans le recueil de poésie un dialogue entre poètes, puisqu'il s'agit ici de placer les pièces en vers que les amis de Fontaine lui ont adressées, puis de leur apporter une réponse en vers elle aussi. Mais alors que dans la section des épigrammes de ce recueil, il s'était adressé à une grande partie des poètes de la Brigade, ce qui frappe dans cette section du passe-temps des amis, c'est l'absence totale de pièces adressées par les poètes de la Brigade à Charles Fontaine. Il y a une seule exception, Guillaume des Hôtels. Les autres gardent le silence, et on comprend alors l'amertume de Fontaine dans le quatrain qu'il avait adressé à Du Bellay, de la section des épigrammes, quatrain qui souligne cette absence de réciprocité. À Du Bellay, pour écrire vers de haut prix, tu entends mieux que moi le point. Si t'écris-je, et tu ne m'écris, mais tu écris, je n'écris point. Fontaine déplore l'échange impossible, le silence gardé par les poètes de la Brigade, et plus spécifiquement ici par Du Bellay, si t'écris-je, et tu ne m'écris. À l'intérieur de la Brigade également, il y a des silences qui brisent parfois l'échange. Je prendrai l'exemple de Du Bellay, qui partit à Rome comme secrétaire de son oncle, le cardinal Jean Du Bellay, regrette de ne plus se voir adresser de poèmes par Ronsard. Il s'en plaint d'abord de manière discrète avant de se déclarer furieux. Le 17e sonnet des regrets, écrit alors que Du Bellay est à Rome, loin de Paris, émet une première plainte. Dans ce sonnet, Du Bellay fait de Ronsard un poète qui a réussi et qui jouit paisiblement de son bonheur aux Champs-Élysées, tandis que tant d'autres, dont Du Bellay lui-même, tentent en vain de traverser aussi le Styx pour parvenir aux Champs-Élyséens et goûter au bonheur infini. Mais aux Champs-Élyséens coule le l'été auquel Ronsard a bu, oubliant du même coup ses anciens amis. C'est ce que dit le dernier tercet. Tu bois le long oubli de tes travaux passés, sans plus penser en ceux que tu as délaissés, criant dessus le port ou tirant à la rame.
Du Bellay exprime ainsi son regret d'être délaissé, le mot est à la rime, de ne plus recevoir de vers de Ronsard. Une autre version de cette plainte, en latin, est plus offensive. Il s'agit de l'épigramme 31 du Poematum Librim Quatuor. Je vous donne directement la traduction. À Pierre de Ronsard. Muse, délice de mon compagnon qui m'aimait plus que ses yeux, que moi j'aimais plus que mes yeux, ou que toute chose qu'on puisse aimer plus que ses yeux. Quelle raison y a-t-il pour que, tout à coup, je sois si bien sortie de l'esprit de mon compagnon qui ne m'envoie pas même un petit vers, alors que ces temps-ci je lui envoyais tant de petits ouvrages? Puisqu'il s'obstine à se taire et ne se souvient plus de son compagnon, emportez de ma part ce message. Désormais, plus dans des casyllabes de moi, mais qu'il s'attende plutôt, car ma muse est furieuse, qu'il attende plutôt des vers plus cruels que ceux d'Archiloque. Du Bellay fait état d'une rupture entre le passé, où les deux amis s'adressaient réciproquement des vers, et le présent, où cette réciprocité a fait place à un don poétique unilatéral, puisque Du Bellay continue d'offrir des poèmes à Ronsard, tandis que ce dernier s'est tu. L'épigramme se termine sur une menace mi-figue mi-raisin. On peut supposer qu'elle contient plus d'humour que de véritable colère, tout en témoignant d'un agacement réel face au silence de Ronsard. Si le silence est parfois une absence de production versifiée, adressée à un confrère, absence qui contrarie et qui est dénoncée, d'autres fois il peut être tout au contraire un idéal à imposer. C'est alors l'excès de parole qui est dénoncé et le silence qui est souhaité. Cela est particulièrement saillant dans les guerres verbales ouvertes que se livrent certains poètes dans les années 1562-1563, alors que les guerres de religion font rage. Dans le conflit par poème interposé qui va opposer Ronsard à plusieurs écrivains du camp protestant, le silence joue un rôle important à plusieurs titres. D'abord, il y a le silence de celui que Ronsard aimerait avoir pour adversaire direct, à savoir Théodore de Bèze. Poète ayant fréquenté quelques membres de la brigade dans sa jeunesse, de Bèze a rapidement choisi le camp protestant et s'est impliqué activement à Genève et en France dans la défense de la religion réformée. Ronsard cherche à l'avoir comme adversaire et le provoque directement dans plusieurs de ses poèmes engagés pour la cause catholique. Mais Théodore de Bèze n'entre pas dans le jeu de Ronsard et ne prend pas la plume pour lui répondre. D'autres s'en chargent qui prennent un malin plaisir à dire à Ronsard que le grand Théodore de Bèze ne s'abaissera pas à lui répondre. Tel est le propos d'un certain I.D.N. qui s'adresse à Ronsard à l'orée d'un recueil de pamphlets contre ce dernier, pour lui dire « Messire Pierre, quand Théodore de Bèze aura le vouloir et le loisir de te répondre, il t'apprendra à mieux parler ou à te taire. » Ronsard semble concevoir du dépit face à ce silence, de sorte qu'il intitule un de ses pamphlets « Réponse de Pierre de Ronsard, gentilhomme d'Andomois, aux injures et calomnies de je ne sais quel prédicant et ministre de Genève. » La formule « je ne sais quel prédicant et ministre de Genève » contient à elle seule tout le mépris que Ronsard conçoit pour des adversaires qui ne jugent pas à sa taille. Et il l'écrit clairement dans les premiers vers de sa réponse donc qu'il fait à un ministre de Genève qui a pris la plume contre lui. « Or, je te laisse cela, car je ne veux descendre en propos contre toi. Ni moins les armes prendre, tu es faible pour moi, si je veux escrimer du bâton qui me fait par l'Europe estimer. Mais si ce grand guerrier et grand soldat de Bèze se présente au combat, mon cœur sautera d'aise. » Quelques vers plus loin, Ronsard ajoute « C'est lui seul que je veux au camp escarmouché. » Piqué au vif donc par le silence de Théodore de Bèze, qu'il estime être le seul adversaire à sa taille, Ronsard prétend lui aussi se murer dans un silence méprisant face à ceux qui prennent la plume contre lui. C'est ce qu'il dit au début, je te laisse là car je ne veux descendre en propos contre toi. Mais tout en prétendant cela, il s'adonne de nouveau à une violente diatribe puisque la réponse fait 1176 vers. C'est la figure de la prétédiction, dire que l'on ne va pas faire ce que l'on fait quand même. Et même s'il conclut en affirmant « Attends, je me tairai » au vers 1123, « Désormais je vais me taire », il n'en fera rien et répliquera encore à ses adversaires dans une épître à ses calomniateurs. En somme, Ronsard n'est pas encore prêt à se taire. Ses adversaires vont alors s'employer à le réduire au silence. Dans une pièce intitulée « Réponse aux calomnies », Antoine de la Roche-Chandieu, protestant, métamorphose Ronsard en prêtre et l'imagine cloué sur la croix. Et voulant prendre un luth ainsi comme autrefois, il trouve que ses bras sont étendus en croix. La Roche-Chandieu fantasme ici un Ronsard qui ne serait plus capable de saisir son instrument de musique, le luth, métaphore de la poésie, donc un poète réduit au silence. Florent Chrétien va plus loin encore dans son apologie ou défense d'un homme chrétien pour imposer silence aux sottes répréhensions de M. Pierre Ronsard, soi-disant non seulement poète, mais aussi maître des poétastres. Comme le titre l'indique, Florent Chrétien cherche à imposer silence à Ronsard. C'est ainsi qu'à la fin de son libelle d'une très grande violence, il écrit « Et maintenant qu'il est en ta puissance de ne sonner mot et de ne rien répliquer, montre tel que tu dis, à savoir contenteur des
des écrits d'un tel babouin que moi. Si tu répliques de rechef, tu montreras bien un manifeste désir d'être toujours en guerre. Ici, outre cela, nous avons encore, Dieu merci, de quoi répondre. Ronsard répliquera encore une fois, puis se murera définitivement dans le silence, quittant la bataille religieuse pour s'adonner à une poésie moins engagée et moins agressive. D'ailleurs, même les amis de Ronsard l'avaient invité au silence. Dora, dans une pièce latine intitulée In Laudem Ronsardi, parue en 1567, lui donne le conseil suivant, je vous donne également directement la traduction, éloge de Ronsard. Comme un large rocher refoule les flots qui le frappent, et de sa masse disperse les muables eaux qui mugissent alentour, tu aurais dû opposer un silence plein de gravité à ces poétaillons, audacieux sans discernement, qui pensent qu'il est plus glorieux de combattre contre toi que de vaincre un adversaire de valeur égale. Le silence a donc des vertus et peut être synonyme de hauteur, de grandeur et de force. C'est l'image du large rocher qui repousse les flots qui le frappent. Du Bellay semble partager cet avis, qui prône à plusieurs reprises les avantages du silence. J'en arrive donc à ma dernière partie, éloge du silence. En 1558, bien avant que n'éclatent les guerres de religion et que Ronsard élève sa voix tonitruante en faveur du camp catholique, Du Bellay lui avait déjà adressé ce conseil dans les premiers vers du sonnet 140 des Regrets. Si tu veux sûrement en cour te maintenir, le silence, Ronsard, te soit comme un décret. Ce conseil n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, il est sans doute le moyen de dénoncer l'hypocrisie qui règne à la cour. Cependant, il n'est pas anodin qu'il soit adressé à Ronsard, qui est celui qui a le plus tendance à vouloir donner son avis sur tout, et qui, par son caractère frondeur, n'évite jamais la querelle. Rapproché de la pièce latine de Dora, ce sonnet peut donc être aussi lu comme un avertissement adressé à Ronsard. La même année, Du Bellay offre à Ronsard un hymne de la surdité. Tous deux, Ronsard et Du Bellay, étaient, comme l'écrit Du Bellay, demi-sourds. Ce qui aurait pu être considéré comme un handicap a été transformé par Du Bellay en avantage dans l'éloge paradoxal qu'il a fait de la surdité dans cet hymne. Le mot silence y tient une grande place et il est présenté cette fois-ci sous un angle positif. Celui qui est malentendant, assure Du Bellay, est, je cite, privé d'un peu de bien et de beaucoup de mal. Car entre autres, sa surdité l'empêche d'entendre, je cite encore, les brocards d'une cour qui font 100 fois le jour désirer d'être sourds. Par ailleurs, la surdité est un bon prétexte pour garder le silence, écrit Du Bellay, et c'est alors l'occasion de faire l'éloge du silence de l'étude, du travail solitaire. C'est pourquoi Du Bellay explique à Ronsard qu'il a de la chance d'être sourd. Ayant avec toi la surdité compagne, qui fait faire silence et garde que le bruit, ne te vienne empêcher de ton aise le fruit. Cette fois-ci, la notion de silence n'est plus du tout métaphorique, ce n'est plus une image au service de l'analyse de ce qui ne se dit pas. Cette fois-ci, il s'agit du silence réel, de l'absence de perception auditive due à la surdité, et c'est parce qu'il s'agit de ce silence-là, concret, on va dire, que des valeurs positives peuvent lui être attachées, comme l'introspection, la méditation créative, une certaine forme de détachement, une indifférence à la bêtise, à la méchanceté, à tous ces bruits importuns qui viennent du monde. Voilà donc le silence devenu une valeur positive et le bruit une notion négative. Je conclurai très brièvement en essayant de faire la transition avec ce sur quoi travaille Marjorie et en disant que cette sorte de terrorisme par le silence, ce silence qui jette dans les oubliettes de l'histoire littéraire quantité de poètes de qualité comme Marot, Sèvres, Saint-Gelais ou Fontaine, ce silence qui refuse de répondre à ceux qui sollicitent le dialogue, mais aussi ce silence interne au groupe qui fait oublier une partie de la production poétique des confrères, a très bien marché, a marqué l'histoire littéraire quasiment jusqu'à nos jours. Histoire littéraire qui s'en est tenue aux propos les plus tonitruants des chefs de file de la brigade et qui n'a retenu en gros comme représentant de la poésie de la Renaissance que les membres de la Pléiade, comme on peut le voir par exemple dans les manuels scolaires encore de nos jours. Je vous remercie. Peut-être, je ne sais pas, je vais un peu contrôler les organisateurs, peut-être on passe à la deuxième. Oui, on aura et on a la discussion après. Donc, Marjorie Roussin va parler maintenant. Elle change de chaise parce qu'elle a besoin de l'écran. Et voilà, vous avez jusqu'à 25 à peu près. Merci.
simplement, t'as dû enlever la clé C'est assez bon, rapidement, voilà. c'est pas grave, tu es OK, et c'est bon. Et ça marche pas. Ça marche pas. Ah si. Ma clé, C'est bien, genre, très bien. tout ça. Tout en haut, là. Voilà, donc en attendant que ça s'ouvre, donc je remercie Florence pour son introduction à mon sujet. Je vais en effet vous parler des auteurs de la Pléiade dans les manuels scolaires au début du XXe siècle et à la toute fin du XIXe siècle. Alors le corpus que j'ai choisi de manuel s'étend de 1875 à 1920 et permet en fait de comprendre comment les auteurs de la Pléiade sont considérés par les auteurs de manuels scolaires. Je vais rappeler brièvement en fait le point de départ de mes travaux de recherche, c'est-à-dire que je m'intéresse à la manière dont les auteurs du XVIe siècle posent des problèmes en général au discours des manuels scolaires. C'est-à-dire qu'il y a dans les manuels scolaires, pas seulement du début du XXe siècle, mais également dans les manuels scolaires contemporains, un problème posé par une absence de coïncidence entre un statut de classique de fait, c'est-à-dire que les auteurs du XVIe siècle sont présents dans les manuels scolaires, et le fait qu'on ne peut pas les qualifier esthétiquement comme étant classiques. Donc je vais rappeler rapidement les ambivalences du terme même de classique. Donc classique vient du latin classicus, qui serait l'auteur de premier ordre, qui appartient souvent au rang le plus élevé de la société. Et donc cet auteur de premier ordre, c'est aussi l'auteur qu'on enseigne aux élèves, qu'on enseigne dans les classes. Et donc il y a une double acceptation du terme classique dès le latin et qu'on retrouve en français. Et cette double acceptation, elle se retrouve dans l'ensemble des définitions admises du terme classique. Donc si on prend quelques définitions, est classique ce qui sert dans les écoles de base à l'enseignement, ce qui est l'usage des classes, c'est-à-dire soit les livres classiques, les auteurs classiques, soit tout écrivain consacré qui est regardé comme un modèle et qui est digne d'accéder par la qualité de ses écrits au patrimoine culturel de son pays. Donc là je prends des définitions du terme classique qu'on peut trouver dans le TLF notamment. Donc ça c'est la première versant de la définition du classique, où on voit bien qu'elle est liée directement à la question de la transmission, à la question de la création d'un patrimoine culturel national. D'un autre côté, d'un point de vue esthétique, classique renvoie à une époque particulière dans l'histoire littéraire française, qui renvoie au classicisme, au siècle de Louis XIV. Et donc, le classique va également désigner une forme d'art fondée sur la mesure et sur la raison, telle que va le promouvoir le siècle de Louis XIV. Il va y avoir alors une nouvelle chaîne de signification qui va apparaître et qui va rejoindre le sens premier de classique, c'est-à-dire va être désigné comme classique l'auteur qui se conforme aux normes du courant esthétique du classicisme et ce faisant va être digne d'être enseigné. On remarque en effet dans les manuels scolaires une coïncidence presque totale entre les auteurs classiques du siècle du classicisme et ceux qu'on désigne comme étant les classiques, c'est-à-dire ceux qui sont enseignés. Et c'est notamment vrai au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc ce qui m'intéresse en fait, ce qui est intéressant dans cette question, c'est d'essayer de comprendre comment on passe d'une œuvre littéraire, on va dire, normale, si on peut utiliser ce terme, à une œuvre littéraire classique. Et il apparaît qu'en fait ce passage se fait au moyen d'une consécration institutionnelle qui suppose l'existence d'instances de légitimation, d'instances de jugement. Et cette consécration, en fait, elle ne peut pas être dissociée des modes de fonctionnement de l'institution scolaire en elle-même. Et la consécration en tant que classique s'avère dépendante de la scolarisation des œuvres et de la scolarisation des auteurs, c'est-à-dire de leur rentrée
dans un corpus scolaire qu'on dit classique. Et alors cette entrée dans un processus, dans un canon classique, correspond à un processus qu'Alain Viala a mis en évidence et qu'il identifie comme étant un processus de classicisation, processus de légitimation par une instance culturelle institutionnelle qui est l'école. Donc, partant de toutes ces questions, je me demande comment sont considérés les auteurs du XVIe siècle dans les manuels scolaires, car il apparaît que leur présence, de fait, ne suppose pas nécessairement un discours scolaire qui les légitime comme classique. Et donc, cette question du statut des auteurs du XVIe siècle, elle va se poser tout particulièrement lorsqu'on s'intéresse aux poètes de la Pléiade, qui, on va le voir, s'ils sont présents dans tous les manuels scolaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, n'en sont pas pour le moins sujets à des discours de présentation qui sont tout à fait ambivalents. Donc c'est pourquoi je vais me demander quelle est la place et quel est le statut de Ronsard et de Du Bellay dans les manuels de la fin du XIXe et du début du XXe. Et on va se demander s'ils sont qualifiés comme classiques et s'ils peuvent être qualifiés comme classiques à cette époque du corpus scolaire. Donc pour comprendre cela, il va falloir envisager le fait que la présence de ces auteurs dans les manuels scolaires, elle est liée à une réalité scolaire qui est celle de la transmission d'un patrimoine. Et que, de ce fait, il faut considérer que la présence des auteurs du XVIe siècle dans les manuels scolaires est liée à un double impératif qui ressortit en fait au visée de l'institution. Et ce double impératif, c'est d'une part un impératif esthétique et d'autre part un impératif éthique. Et on verra que tout le discours sur les auteurs de la Pléiade est lié à ce double impératif qui permet en fait de mettre en lumière les modalités du processus de légitimation. Donc on verra en deux temps, tout d'abord comment s'articule l'impératif esthétique à la présentation des auteurs, et dans un deuxième temps, comment s'articule l'impératif éthique à la présentation des auteurs. Alors, avant de commencer, il faut peut-être préciser que je vais essentiellement parler de Ronsard et du Bellay pour la simple et bonne raison que ce sont quasiment les seuls auteurs présents dans les manuels scolaires de la fin du XIXe et du début du XXe. On a parfois de courts extraits sur Baïf ou sur Jodelle, mais il n'est pas question de la Pléiade, il n'est pas question des 7 auteurs de la Pléiade, et de toute manière, lorsqu'ils sont tous présents, les notices sur Ronsard et du Bellay sont bien plus importantes que les notices sur les autres auteurs. Donc j'ai décidé de me consacrer plutôt à la question de Ronsard et du Bellay ici. Donc les manuels scolaires, dans leur logique de présentation des auteurs, vont faire l'histoire de la réception de la Pléiade, en rappelant en 3 temps. Tout d'abord, rappeler que Ronsard et le groupe qui gravite autour de lui ont une très grande gloire au XVIe siècle, puis que cette gloire a disparu en raison d'un anathème lancé par Malherbe, puis par Boileau sur la poésie du XVIe siècle, et enfin que la Pléiade a été redécouverte récemment, c'est-à-dire au XIXe siècle, par les romantiques. Et donc on voit très rapidement dans les manuels scolaires que le discours sur l'histoire de la réception de la Pléiade se fait d'une manière qui est assez ambivalente. Donc ici je vous ai mis une première citation. La tentative de Ronsard fut une vraie révolution dans la poésie. Ses amis l'acclamèrent comme chef d'une nouvelle école et devinrent ses disciples. Mais l'admiration qu'il avait portée si haut ne devait pas lui survivre. Du jour où Malherbe biffa un exemplaire de ses œuvres, Ronsard fut condamné à l'oubli, et il s'attacha à son nom le souvenir d'une grande entreprise misérablement avortée. Quelques vers injustes de Boileau, voilà tout ce que la postérité de nos jours garda de la mémoire de cet homme qui, au XVIe siècle, avait été notre plus grande gloire littéraire. Donc ça vient d'un manuel de 1896, et on voit la même chose dans un autre manuel de 1874. La France s'émut de la mort de Ronsard comme d'un deuil public. Cependant, la gloire de Ronsard fut suivie d'une réaction étonnante. Malherbe biffait d'un bout à l'autre l'exemplaire de ses poésies, et après lui, Boileau le traitait avec presque autant de dédain. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir la manière dont la question de la gloire du poète et de la postérité est passée au filtre de la réception des siècles suivants. C'est-à-dire que la place des poètes de la Pléiade dans les manuels scolaires semble soumise au jugement des théoriciens et des auteurs du siècle du classicisme, justement. Et que c'est donc ce siècle qui semble déterminer la présence des auteurs dans les manuels, mais qui apparaît également comme un point de repère, comme une jauge à partir de laquelle s'établissent les hiérarchies, les différents degrés de classicisation d'un auteur. Et donc,
il apparaît, il me semble qu'on peut en déduire un fonctionnement du processus de classicisation. Alors ici, sans le généraliser, évidemment pour les auteurs du XVIe siècle, la place des auteurs dans le canon scolaire semble moins dépendre d'une légitimation de leur valeur par l'école, ce qui est ce que définit Viala comme processus de classicisation, mais bien plutôt leur valeur scolaire, leur valeur en tant que classique, dépendrait du discours d'autres auteurs, et des auteurs reconnus comme étant classiques. Ainsi, on peut remarquer qu'il s'agit uniquement de jugements d'auteurs du XVIIe siècle sur les auteurs du XVIe siècle qui sont mis en lumière dans les manuels scolaires. On verra plus tard que, par exemple, au jugement négatif de Boileau et de Malherbe va s'opposer le jugement plus positif de Fénelon. Fénelon qui quand même a essayé de réhabiliter Ronsard. Mais dans tous les cas, il s'agit d'auteurs classiques parlant du XVIe siècle. Et il me semble que cette spécificité du discours scolaire, en fait, est alliée directement au rapport que l'école, en tant qu'institution, essaye de mettre en place avec l'image de l'auteur. Je m'explique. Les auteurs classiques sont pensés comme des modèles absolus, dont la parole ne peut pas être mise en cause, et dont les jugements ne sont pas discutables dans les manuels scolaires de l'époque. Alors, ça suppose peut-être de rappeler le fonctionnement du modèle éducatif littéraire, enfin, du modèle de la transmission littéraire à l'époque. À la fin du XIXe siècle, le système éducatif français est dominé par une pédagogie qu'on appelle la pédagogie imitative. C'est-à-dire qu'il s'agit moins de transmettre des savoirs, comme c'est le cas aujourd'hui, que de former l'élève selon des règles éthiques et morales dans le culte des auteurs. Et donc, le siècle, le XIXe siècle et le début du XXe siècle, fait la part belle à l'auteur dont le prestige va définir le champ littéraire. Et ainsi, ce qui fait autorité, c'est l'intentio auctoris, donc ce que voulait dire l'auteur. Et ainsi, cette conception de l'enseignement au début du XXe siècle s'appuie sur des éléments biographiques et sur des oppositions entre deux auteurs, notamment, qui vont permettre d'énoncer des jugements de valeur sur les textes. Et là, les œuvres, dans le système littéraire de l'époque, occupent des places fixes avec une hiérarchie bien définie. Et donc, ce système d'opposition entre deux auteurs, on le voit à l'œuvre dans les manuels scolaires que j'ai pu étudier. Ainsi, il va être question de mettre en lien Marot et Ronsard. Voilà. Donc, il est dit « Tel est Marot, très différent de Ronsard, qui le surpassa sans le faire oublier. Ronsard poursuit un idéal très élevé, mais ne l'atteint qu'en partie. Plus borné dans ses vœux, Marot reste un modèle d'esprit et de naturel, et son influence, après l'échec de la Pléiade, s'est exercée sur tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, sur Voiture, La Fontaine et Voltaire. » Donc ici, on voit bien que la place de Marot se dessine en lien avec la place offerte à Ronsard, et que sa qualification, en tant qu'auteur digne d'être dans le corpus scolaire, se fait par son rapport au siècle suivant, au siècle du classicisme. C'est-à-dire qu'il a une place parce qu'il a exercé une influence sur les siècles suivants. Chose que n'a pas fait Ronsard. Ronsard qui n'a atteint qu'en partie son but. Et il est bien rappelé ici que la Pléiade fut un échec. Et donc on voit ici dans cette citation, ce qui est assez frappant, c'est qu'il n'est pas question de revenir sur le jugement de Malherbe et Boileau qui ont dit que la Pléiade était un échec. Il est admis que la Pléiade fut un échec. Et donc il apparaît que ce jugement informe les présentations et aussi les représentations de la Pléiade dans les manuels scolaires. Ce qui semble ici possible de voir, c'est qu'il s'agit, dans les manuels scolaires, de garantir la pérennité d'une conception de la littérature organisée autour du centre qu'est le siècle du classicisme, qui est une référence absolue en matière d'esthétique, et qui va conditionner les représentations scolaires de la littérature. En effet, à l'époque, il importe de ne pas mettre devant les yeux des élèves des textes qui ne seraient pas esthétiquement parfaits, qui n'auraient pas les qualités esthétiques et morales que l'on attend d'un texte. Or, ce qui se passe dans le canon scolaire de l'époque, c'est que la perfection, c'est bien entendu la coïncidence au canon esthétique du classicisme. Ce qui va se poser donc comme problème au moment de présenter les poètes de la Pléiade, c'est le fait qu'on ne peut pas ramener leur esthétique aux critères esthétiques du XVIIe siècle. Et donc, ce
qui se passe, il me semble, c'est que dans les manuels, la manière de considérer et de présenter les œuvres de la Pléiade s'organise autour d'une vision qui est, on peut dire, classico-centrée, c'est-à-dire qui prend le classicisme comme seul point de repère, et le seul point de repère de jugement. Et ainsi, on voit ce qui se passe, c'est que cela va venir gauchir la manière de lire les textes. En effet, on va valoriser dans cette perspective classico-centrée des critères que l'on suppose exister dans les œuvres, que l'on voit dans les œuvres du XVIe siècle, mais qui ne sont pas forcément les critères esthétiques du XVIe siècle. C'est-à-dire que vont être valorisés le bon goût, le naturel, la simplicité, la sincérité des œuvres. Alors, ce qui, en plus d'être des critères de jugement assez peu précis, sont aussi, finalement, des critères de jugement qui ne sont pas qui sont des critères esthétiques appartenant au classicisme. Le bon goût, le naturel et la simplicité sont des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'esthétique du XVIe siècle. Pas vraiment. Et c'est ainsi qu'on voit dans les manuels cette valorisation des œuvres du XVIe siècle passe par ce rappel de codes qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Ainsi, les odes que Ronsard écrit dès lors sont pour la plupart d'une inspiration aisée, naturelle. Elles nous charment par leur aménité familière, leur aimable douceur, par une délicatesse qui rappelle les meilleurs poèmes de Marot, mais avec un coloris frais et vif. Ensuite, à propos de Du Bellay, ni la vigueur ni l'élévation ne manquent à Du Bellay. Pourtant, ce qui fait son originalité particulière, c'est un naturel aisé, une sensibilité fine, un charme doux et intime. Entre tous les poètes contemporains, il est le plus aimable, le plus voisin de nous, le seul peut-être que nous goûtions sans effort, parce que lui-même ne se força pas. Ici, on voit que la qualification, ou la valorisation du texte, passe par une manière de présenter les textes à partir de critères esthétiques qui n'appartiennent pas à la littérature du XVIe siècle en propre, le naturel aisé, le fait d'être aimable, le fait d'avoir une sensibilité fine, tout ça c'est quelque chose qui n'était pas a priori au moment de la production. Et donc de manière parallèle, le fait de valoriser ces critères esthétiques va avec le fait de reprocher aux auteurs du XVIe siècle de manquer de goût ou de manquer de simplicité. C'est-à-dire qu'on va reproduire dans les manuels scolaires les jugements qui sont les jugements des auteurs classiques. Ainsi, il est dit dans un des manuels, on explique pourquoi est-ce que Malherbe a jeté un anathème sur la poésie de Ronsard. Malherbe biffait d'un bout à l'autre l'exemplaire de ses poésies, et après lui Boileau le traitait avec presque autant de dédain. Pourquoi ? Parce qu'il lui a manqué le goût et la mesure. L'ardeur d'innover ne le garantit pas contre l'excès du néologisme, l'abus des formes calquées sur les langues anciennes, les tours guindés et bizarres, l'engouement ridicule pour la création d'épithètes qui ne sont pas dans le génie de la langue. Alors il y a aussi peut-être une autre citation qui est intéressante ici, donc un autre manuel. Les novateurs du XVIe siècle sont, sur beaucoup de points, inférieurs aux classiques du siècle suivant. Ils leur sont inférieurs par leur défaut d'expérience et de maturité, par les erreurs d'un goût qui ne les protège pas toujours contre le pédantisme, qui les fourvoie tantôt dans l'emphase et tantôt dans la platitude, tantôt dans la vulgarité et tantôt dans le raffinement. Ils manquent de méthode, de discipline, ils se fient trop à la verve mais ne se jettent pas assez, croyant que l'inspiration peut se passer de travail. Donc ici, on voit que les jugements sur les auteurs du XVIe siècle sont extrêmement violents et mettent en avant des critères de mesure, des critères de bon goût qui nous apparaissent anachroniques, qui ne sont pas ceux qu'on pourrait imaginer. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que la présence des auteurs dans les manuels scolaires apparaît indépendante des qualités propres des œuvres du XVIe siècle, mais bien plutôt soumise à un système de comparaison avec le corpus classique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les auteurs du XVIe siècle apparaissent dans les manuels scolaires comme appartenant aux marges, comme étant une sorte de brouillon de la littérature qui va venir ensuite. Ainsi, Georges Pélissier, qui est un auteur de manuel de la fin du XIXe, dit de Ronsard, enfin un petit peu de Marot, dit « Rien de commun entre ce spirituel rimeur et un poète comme Ronsard, même si Ronsard n'était que le commencement d'un grand poète. » Comme si, en fait, toute la littérature, toute la poésie du XVIe siècle n'était qu'un brouillon de ce qui allait venir ensuite. Et donc ce qu'on voit, c'est que la présence des auteurs du XVIe siècle dans les manuels scolaires ressortit aussi à une logique de présentation restrictive, c'est-à-dire qu'on leur reconnaît des qualités, mais en restreignant le corpus. Par exemple, il est question des pièces de Du Bellay
donc ces jeux rustiques, il a laissé des pièces diverses, lyriques, élégiaques, satiriques, dont la forme et le sentiment sont souvent intéressants. Mais ils ne sont pas dans l'absolu intéressants. Et de même à propos de Ronsard, si nous restons indifférents aux louanges des divinités païennes qui remplissent ces odes, certaines parties de ces hymnes et discours sont d'une abondance épique ou oratoire vraiment entraînante. Enfin, rien ne saurait surpasser la grâce de quelques odes légères, de quelques élégies, de quelques sonnets. Donc en fait, il y a dans les manuels scolaires un processus de sélection. Alors ça, c'est un processus normal dans le corpus scolaire, il s'agit de choisir des morceaux. Mais ici, le processus de sélection est aussi un processus d'exclusion de toute une partie de la production. Comme si, en fait, il s'agissait de donner un statut à part pour aux poètes de la Pléiade, hors du groupe constitué des classiques. Et donc là, je n'ai pas le temps de le montrer, mais dans les manuels scolaires, ils sont sans cesse comparés à nos classiques. Donc le syntagme, c'est nos classiques, comme si, en fait, ils ne pouvaient pas appartenir à cette entité, à ce groupe. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on légitime la place des poètes de la Pléiade, c'est aussi pour les faire apparaître comme la Pléiade comme étant l'origine du classicisme, mais étant une origine, un point de départ, et non pas comme pouvant être qualifiée en elle-même. Donc ce que je voulais montrer rapidement, voilà, c'est dans un manuel de Georges Pélissier. Il dit c'est de la Pléiade que date notre classicisme. Voilà, donc je laisse. Donc ça, ce qu'il laisserait entendre que la Pléiade est qualifiée, mais elle est qualifiée comme étant une origine. Et ce qui apparaît, selon moi, c'est que on est dans une logique qui est a priori diachronique. Il s'agit de chercher l'évolution des formes et l'origine de l'évolution des formes, alors qu'en réalité, ce que dit le texte, enfin, ce que dit le discours du manuel, c'est qu'on est dans une perspective qu'on pourrait qualifier de téléologique. C'est-à-dire qu'en fait, les formes de la Pléiade ne valent que parce qu'à terme, elles vont créer le classicisme. Donc elles ne sont pas qualifiées en elles-mêmes. Voilà, donc je coupe. Et donc ce dont je voulais parler aussi, c'est qu'il y a un impératif éthique dans la présentation des auteurs. Donc ce qui permet de dire ça, c'est qu'en fait, j'ai dit que la formation littéraire, elle se faisait selon un modèle imitatif. Elle se fait, on l'a dit, selon un impératif moral, de formation morale de l'individu. Et cela correspond en fait au début du XXe siècle, au moment de séparation de l'Église et de l'État, au moment où la formation littéraire va prendre en charge ce qui était de l'ordre du catéchisme, c'est-à-dire de la formation morale. Et donc, selon Anne-Marie Hébrard et Jean Chartier, qui ont écrit des discours sur la lecture, ce qui se passe au début du XXe siècle, c'est ceci. La véritable laïcisation du système scolaire réside dans le fait que la République ravit à l'Église son directoire des hommes et des âmes et des intelligences. Lire la littérature s'impose progressivement à tous comme une valeur consensuelle. C'est-à-dire que la formation littéraire va permettre de créer le lien social et va prendre va devoir être une formation morale. Donc, rapidement, ce qui se passe je vais juste parler de la présentation de Ronsard, dire que Ronsard, il est présenté comme ayant une gloire très importante au XVIe siècle, mais que cette gloire, ensuite, on l'a vu, n'a pas survécu. Et il me semble que dans les manuels scolaires, en fait, la manière de présenter ces deux faits, la gloire et le fait qu'elle n'a pas survécu à Ronsard, apparaît comme deux pendants d'une même réalité. Et que le fait de rappeler que sa gloire ne lui a pas survécu, c'est une manière de présenter Ronsard comme étant un personnage orgueilleux. Et c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu avoir une gloire très importante, mais elle ne lui a pas survécu. Et le fait qu'elle ne lui ait pas survécu est présenté dans les manuels scolaires comme une sorte de juste retour de bâton du fait qu'il a voulu avoir une gloire trop importante. Et il me semble que ça, c'est une sorte de discours sous-jacent hein, dans le discours de présentation, mais que c'est quelque chose qui ressortit à l'impératif éthique de formation morale de la littérature. C'est-à-dire que le modèle, Ronsard ne peut pas être considéré comme un classique complètement parce qu'il ne peut pas être un modèle moral. Et tout le discours de présentation de Ronsard va venir rappeler cette sorte d'hubris du poète. C'est-à-dire qu'on parle souvent du fait que c'est un génie démesuré, que c'est quelqu'un qui n'a pas su trouver la mesure, qui n'a pas su trouver le bon goût. Et donc, ce qui se passe en retour, c'est que les manuels scolaires essayent de lui attribuer une place parmi les grands auteurs, mais une place qui est en dessous des classiques. Donc je vais juste donner une dernière citation. Voilà.
Voilà, donc dans un autre manuel, il est question du fait qu'on a réhabilité Ronsard et ils nous disent « La critique, aujourd'hui plus impartiale, sans rendre à Ronsard le rang suprême que lui donnaient ses contemporains, l'a placé du moins à un rang qui n'est pas méprisable. » Et un autre manuel, il dit « Depuis, la gloire de Ronsard semble s'être encore accrue. Il ne s'en faut guère que l'estime de nos contemporains de le replacer au rang élevé que les siens avaient cru pouvoir lui assigner. » Donc voilà, il est question de le remettre à une place qui est peut-être une place moins élevée parce que la place qu'on lui a donnée à la base était trop importante. Voilà, donc ce qui me semble important de montrer, c'est que d'une manière générale, dans les manuels scolaires, la présentation est informée par cet impératif esthétique dont j'ai déjà parlé et par un impératif éthique que j'ai essayé d'aborder rapidement. Et ce qui se passe, c'est que du coup, la présentation des auteurs se fait de manière complètement anachronique sur un mode qui n'est pas celui, qui n'est pas un mode de présentation qu'on pourrait attendre. Et par exemple, la critique a applaudi, les manuels applaudissent à ce qu'ils trouvent de sincérité dans les poésies du XVIe siècle, alors que finalement, ce n'était peut-être pas forcément ce qui était recherché. Voilà, donc finalement, ce qui apparaît, c'est que la classicisation, la légitimation de ces auteurs apparaît imparfaite et elle est encore susceptible d'être une minoration au lieu d'être une classicisation. Et Ronsard et Du Bellay apparaissent comme des classiques imparfaits, pas encore tout à fait classiques. Et cela met en évidence le fait que l'enseignement littéraire peine à trouver dans les auteurs du XVIe siècle un modèle. Et que c'est vraiment là-dessus qu'achoppe l'enseignement littéraire à présenter une image définitive et claire du XVIe siècle. Merci beaucoup. Merci d'avoir essayé de bien tenir le temps. On a déjà pris un peu de retard, mais je pense qu'on a une dizaine de minutes pour la discussion. Est-ce qu'on peut demander à la salle si elle a des questions ou des remarques, j'imagine. Oui. Oui, j'aurais une question pour Marjorie. Bon, c'est une question un peu annexe. Et je me suis demandé si tu avais regardé quel était dans les manuels le statut des romantiques, parce que ils s'opposaient à l'esthétique du XVIIe siècle et comme tu l'as dit, ils ont essayé de revaloriser les poètes du XVIe siècle. Oui. Après, je sais que c'est pas ton objectif directement, mais... Oui, bah en fait, justement, la légitimation de Ronsard, par exemple, elle passe par la redécouverte par les romantiques de la Pléiade. Mais là où il y a un point, par exemple, qui est intéressant, c'est que finalement, les manuels scolaires prennent comme un fait cette redécouverte par les romantiques, mais du coup, sont peut-être aussi dans une logique de mythe. J'ai pas énormément parlé, du coup, finalement, de la question de la mythification, du mythe de la Pléiade, mais c'est-à-dire que les romantiques considèrent un peu Ronsard comme une sorte de génie national, et il y a tout un mythe qui se crée autour de la Pléiade, et du coup les manuels ne l'envisagent pas du tout d'un point de vue critique. Ils disent, d'accord, il y a eu une révélation de la poésie française, ils reprennent le discours des romantiques sans le nuancer non plus. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en fait, il est comme un peu, il reprenait le discours de Boileau aussi, comme tu voilà. l'as dit, d'accord. C'est ça. Mais du coup, en gardant quand même des nuances qui sont toujours héritées de la conception des classiques, puisque finalement les romantiques, dans cette logique classico-centrée, les romantiques sont moins classiques que les classiques, donc leur parole a moins de valeur que la parole des classiques. J'aurais aussi une question. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la littérature étrangère qui apparaît dans le manuel scolaire? C'est pas d'une autre thèse, c'est pas du tout mon sujet d'étude. D'accord. Ouais. J'ai quelques idées, mais je ne peux pas du tout mon sujet d'étude. D'accord. Oui, j'étais très intéressé par votre présentation et par le lien que vous faites entre les auteurs classiques et le développement d'une morale laïque au début du XXe siècle. Et je me demandais, c'est un peu mes souvenirs, j'étais en consularité un petit peu avant vous, disons, entre le début du XXe siècle et le moment où vous avez dû le faire. Et j'ai l'impression que c'est un souvenir que j'ai, que cette morale aussi se construit beaucoup vis-à-vis des positions que les auteurs ont pu prendre dans les gardes religieux. Est-ce que les positions de Marot et Ronsard doivent s'exprimer là? Oui, par exemple, je ne vais pas parler là, mais lorsque je parle des poètes du XVIe siècle, j'ai choisi de parler de Ronsard et du Bellay, parce que par exemple, le discours de connotation de Marot est très ambivalent aussi. Il est considéré comme un poète mineur
par absolument tous les manuels scolaires, et notamment parce qu'il a pris position du côté des protestants. Et que donc toute son œuvre est illisible à partir du fait qu'on considère qu'il a pris parti pour la réforme. Mais à l'inverse, par exemple, il n'y a pas particulièrement de valorisation de Ronsard qui, lui, a pris position contre la réforme. Enfin, il y a, ça, par contre, ça ne se retrouve pas trop dans les manuels scolaires. On ne met pas trop en avant sa prise de position. Voilà. Enfin, du coup, il y a ça. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas trop si c'était la question. Je crois qu'il y a à la fois la volonté de ne pas trop regarder ça, enfin de ne pas mettre en avant les questions de conflits religieux dans les manuels scolaires, parce que ça, voilà, on ne peut pas faire ça. Et en partie aussi parce qu'on ne comprend pas. Enfin, on ne sait plus que, notamment Ronsard est mort si célèbre, entre autres parce qu'il avait pris position du côté catholique. Oui, dans les années 80, c'est chanté par Robert Garnier, par exemple, celui qui fait le discours funéraire, enfin, funèbre de Ronsard. C'est parce qu'il est descendu dans l'arène et qu'il a pris position pour les catholiques qu'il est considéré par les gens de la contre-réforme comme si important. Ça fait partie de ce... Or, c'est absolument ça passe complètement. À la fois, je pense que c'est difficile de se représenter comment pensaient les gens du XVIe siècle, etc. Enfin, il n'y a pas une vraie volonté de restituer. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire depuis un certain temps, de restituer comment ces gens-là pensaient et dans quel contexte ils se situaient. Et en même temps, je pense qu'il y a une vraie volonté de ne pas dire que ces gens-là ont pris étaient aussi... D'abord parce que les grands auteurs ne sont quasiment pas des hommes comme les autres, ils ne sont pas dans la société, ils n'ont pas de problèmes comme tout le monde, n'est-ce pas, dans l'esprit du classicisme. Alors que nos auteurs, surtout ceux du XVIe, ont la main dans le cambouis, enfin je veux dire, ils sont d'un côté, d'un autre, ils prennent position. Donc je pense qu'il y a un petit peu les deux. À la fois peut-être l'incapacité à restituer ce qui avait été la réalité du XVIe siècle, et puis la volonté de se taire, parce qu'il ne faut pas dans les manuels scolaires trop parler des guerres religieuses. Et du fait que les poètes sont dedans, enfin, je veux dire, prennent position. Mais en même temps, les protestants sont très présents à cette période dans l'éducation nationale, et en particulier dans la rédaction des manuels. Alors, ce qui se passe par contre, c'est que... Oui, mais ça n'empêche pas, hein, je ne vais pas le dire. Je pense qu'effectivement, il y a une question un peu de passer sous silence sur la question religieuse, et par contre, ce qui va s'y substituer, c'est qu'on va chercher à faire des poètes du 16e, enfin, de les inscrire dans une histoire nationale. C'est notamment les questions de Du Bellay comme étant, en gros, le créateur de la langue. Voilà. Et par exemple, Marot, sa présentation, il montre bien que c'est le dernier représentant de ce qu'ils appellent un esprit gaulois. Donc ça crée une sorte de filiation comme ça originelle, et tout ça, enfin, des origines en fait jusqu'à nos jours. Et ça s'inscrit dans le projet de l'école qui était après la défaite de 1870, il faut créer un esprit citoyen, il faut créer une république, un esprit français, vraiment. Et du coup, c'est à ça que servent aussi les manuels scolaires à ce moment-là. Et du coup, là, je ne vais pas te le montrer, mais il y a vraiment une manière de présenter les auteurs comme appartenant à une histoire française, à une nation. Par exemple, il est question du fait que Du Bellay, c'est le premier à employer le mot patrie. Voilà. Et du coup, ça, c'est très très important et ça revient dans tous les manuels. Le fait qu'on lui fait... On lui fait aussi. Voilà. On lui fait... Voilà. On le valorise pour ça, en fait. Il faut insister sur l'humour, il faut insister sur les logiques, il ne faut pas insister sur les discontinuités et sur les conflits. Mais effectivement, très peu question des guerres de religion. De toute façon, dans les manuels scolaires en histoire, moi pour l'étudier, on parle très très peu des guerres de religion. Ou alors du bout des doigts, et justement on est le but de construire le roman national. Donc on n'est pas là pour... on est là pour unifier la nation. J'ai une question pour la première intervenante. Moi j'avais une question, donc sur les manuels scolaires, est-ce que tu as différencié les manuels du primaire et les manuels du secondaire? Pas vraiment. J'essaye de faire plus... Non, je fais que des manuels de secondaire. D'accord, que de secondaire. J'essaye de secondaire. la faire de primaire parce que c'est... Ouais, parce que sinon c'est énorme, oui, en plus, alors si je fais en plus, je me sentirais jeune. Oui, moi j'avais une remarque, moi je ne sais pas si... Voilà, une remarque. Sur les silences de la brigade, moi je suis frappée, c'est en partie ce qui m'intéresse
dans mes propres recherches, par le silence qu'ils font sur les femmes, et notamment sur le silence de leurs protectrices, ce qui est une manière aussi de rompre avec Marot. C'est assez facile de rompre avec Marot en 1949 parce qu'il est mort depuis 4 ans, sinon ils n'auraient pas osé faire ça. Hein. Mais en tout cas, les écoles, enfin les écoles, on ne peut pas parler d'écoles, mais en tout cas les poètes précédents, notamment Marot, qui est la grande figure qu'ils essayent de mettre sous la table, c'est quelqu'un qui a à la fois eu un autre type de poésie, mais aussi un autre type de rapport avec ses protecteurs et ses protectrices. Et notamment, alors Du Bellay est un petit peu, un peu entre les deux, mais en tout cas, le fait est que la promotion de la Pléiade, enfin, qui ne s'appelle pas encore la Pléiade, qui s'appelle encore la Brigade, c'est la fille de François Ier, enfin, je veux dire, c'est Marguerite de France. Et il y a des femmes à la cour qui soutiennent les poètes, qui soutiennent un certain type de genre, qui soutiennent par exemple tout ce qui est le pétrarchisme, etc. Elles aiment ça. Quand ils passent dans les vulgarités, elles disent non, il faut arrêter. Donc ces gens dépendent extraordinairement des grands à la cour, et notamment des grandes. Et la Pléiade s'ingénie à masquer ces relations avec les protectrices, et qui sont à la fois des protectrices, des patronnes, et voilà, des gens qui ont quelque chose à dire aussi, et qui influencent. Donc je pense que ça fait partie des... Je ne sais pas si tu as étudié ça, je pense que ça fait partie des non-dits, et qui évidemment, ces non-dits sont sans cesse reconduits par l'histoire littéraire et par le milieu scolaire. Ça, c'est une chose qui ne m'avait pas frappée, parce qu'il me semblait qu'il parlait beaucoup quand même de Marguerite ou de leurs poèmes. Et puis c'est vrai que je ne focalise pas mon attention sur leur relation aux grands et aux mécènes. En revanche, il y a une partie de cette affaire, mais en revanche, il y a une partie de mon travail qui consiste aussi à démontrer qu'effectivement il y a un silence sur les femmes poètes. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, pas un mot sur Louise Labé, si tant est qu'elle a existé, et Bernadette Duguillet, qui sont intégrés dans le silence sur l'école lyonnaise, et puis pas un mot sur les Dames des Roches, etc. Donc, effectivement, c'est un groupe qui est entièrement masculin et très misogyne aussi, même dans leur poésie. Et c'est un révélateur, et le rapport de Dora et de la Brigade à Salomon Macrin, qui lui était plutôt partisan d'une poésie de la famille, qui a beaucoup chanté son épouse Génonis, et les joies du mariage, etc., ce qui était totalement opposé au discours que produisait la Brigade. Et Macrin a demandé à ce que la Brigade lui écrive, justement à ce que Dora aussi lui écrive des vers, etc. Et Dora a mis très longtemps à lui répondre. Et quand tu lui as répondu, il y a fait quelques vers un peu méprisants, et puis disant que de toute façon, chanter sa femme propos, c'est quand même très noble comme inspiration, etc. Donc effectivement, il y a un silence sur les femmes poètes, ça c'est sûr que je l'avais repéré. Sur les femmes protectrices, il me semblait qu'il n'était pas aussi présent. Mais je pense que si on regarde ce que l'histoire littéraire ne nous apprend pas à faire, mais véritablement regarder les conditions dans lesquelles ces gens écrivent, pour qui ils écrivent, pour qui ils n'écrivent pas, qu'est-ce qu'ils cherchent comme protecteur, je pense que c'est pas du tout... ça serait à regarder, hein, mais je pense que la proportion n'est pas bonne. La proportion entre ce qu'ils doivent à certaines femmes, les relations qu'ils ont eues avec certaines, par exemple les échanges entre Du Bellay, Jeanne d'Albret, etc., et l'échange de poésie, hein, je veux dire, c'est la réalité de leur relation avec des grandes patronnes n'est pas ce qui passe dans leur texte, en tout cas pas si on compare par exemple à Marot ou à d'autres. Il me semble, en tout cas c'est une... Parce que par exemple Marguerite a quand même été la protectrice de Ronsard dans son opposition à Saint-Gelais, ils sont même remis à elle pour la défendre, et il lui a beaucoup écrit de poèmes en lui disant « décidez de ma protectrice, défendre-moi », etc. Donc finalement il montrait bien sa dépendance à une femme qui par son influence allait pouvoir le protéger de son adversaire. Donc voilà, moi je suis restée sur cette idée-là, et du coup ça ne m'avait pas frappé qu'il écrivait peut-être pas autant que d'autres. Oui. J'avais une question aussi pour Florence. Quand tu évoques
le silence et l'attribution des genres littéraires en fait, donc passe sous silence certaines œuvres d'autres poètes pour les maintenir dans la poésie tragique ou ce genre de choses. Est-ce que à travers les textes tu vois que c'est un travail d'autopromotion instantanée, c'est-à-dire à ce moment-là, peut-être pour se mettre en avant face aux mécènes, face aux productrices, ou est-ce qu'il y a une conscience d'une volonté de postérité? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils intègrent la possibilité d'une postérité dans ce travail de tri, en se disant faut que mon nom reste en tant que représentant des odes et des sonnets, et celui-là il a qu'à prendre le théâtre, ou est-ce que c'est pour de la promotion immédiate à l'époque même? Je pense que les deux hypothèses sont valables, puisque évidemment c'est un discours publicitaire d'abord pour la publication contemporaine, quoi. Et puis évidemment c'est aussi une volonté d'inscrire pour la postérité soit une antériorité, donc ça c'est typiquement Ronsard qui s'est attribué l'ode, lui c'est l'ode, c'est lui qui a ressuscité l'ode, et puis d'ailleurs c'est avec l'ode qu'il veut passer à la postérité, du moins au niveau de sa carrière. Puis ensuite, il décide que lui, c'est la poésie épique, et donc c'est son grand poète épique qui n'a jamais achevé, qui va lui permettre de passer à la postérité. Donc évidemment, il y a un souci de postérité, mais il y a un souci aussi d'efficacité immédiate. Donc je pense que ce sont les deux réponses qui sont valables. Moi, j'aurais une petite question en rapport avec ça. Est-ce que le passage sous silence de tout le Moyen-Âge, l'épopée, les récits épiques comme la lyrique courtoise participent aussi de cette création d'identité, de cette volonté de se démarquer, peut-être de ressortir pour rester différemment Oui, clairement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour eux, la poésie épique n'a pas existé au Moyen-Âge. Le grand modèle, c'est l'Énéide, c'est Virgile, et donc ils essaient de calquer leurs propres épopées qui vont produire au XVIe siècle, puisque l'enjeu c'est de créer l'épopée nationale, c'est l'enjeu d'esprit national, l'esprit français, etc. Et clairement, les modèles qu'ils affichent, ce sont les modèles antiques. Et jamais il n'est fait mention des récits épiques qui auraient pu être produits au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, justement pour rebondir, effectivement, ce que tu disais en conclusion est vrai, hein, c'est-à-dire que le fait que la Pléiade a passé sous silence tout un tas d'auteurs, ça se retrouve dans les manuels scolaires, c'est-à-dire il y a des tonnes d'auteurs dont il n'est absolument pas question. Tous les autres auteurs du XVIe siècle, à part Marot, ils ont disparu de l'histoire littéraire complètement. Et les poètes d'avant aussi, quand des poètes du Moyen-Âge sont présents, mais ils sont présents en deux lignes. C'est vraiment, on les a évacués. Pour ça, du coup, c'est drôle, du coup, dans les scolaires, le discours en duel, on dit la Pléiade est un échec, mais en fait, la Pléiade, de fait, a réussi. Son entreprise de refonder l'histoire littéraire. Je crois qu'on est obligé de s'arrêter parce qu'on n'a pas de pause.